Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Gélassi, patiente déjà et vice-présidente de l'association Fibrose Pulmonaire France. Je vous souhaite tout d'abord à tous la bienvenue et je vous remercie au nom de la FPF pour votre présence. Nous allons enregistrer cette webconférence, donc merci à vous de bien vouloir couper vos micros pour éviter des interférences. Donc aujourd'hui, le professeur Cadranel, chef du service de pneumologie et oncologie thoracique à l'hôpital Tenon à Paris, et le docteur Duchman, maître de conférence, praticien hospitalier à l'unité d'oncologie thoracique à l'hôpital Avicenne-Bobigny, vont nous parler de l'association entre une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante, que l'on appelle PIDF, et la survenue d'un cancer du poumon qui est une situation complexe mais pas exceptionnelle. Cette situation rend difficile la prise en charge du cancer du fait du risque de toxicité pulmonaire, des traitements anticancéreux sur un poumon déjà malade. Donc, pour mieux prendre en compte ces interactions et ces particularités, une collaboration étroite entre les oncologues thoraciques et les spécialistes des PID est nécessaire. Depuis maintenant presque 2 ans, grâce à Respifil, qui est la filière des maladies respiratoires rares, le professeur Cadranel et le docteur Duchman assurent la coordination de la réunion de concertation pluridisciplinaire, discussion multidisciplinaire dédiée pour les patients atteints de PID fibrosante et d'un cancer du poumon. Durant cette présentation, le professeur Cadranel et le docteur Duchman vont aborder ces particularités à la fois concernant le diagnostic et le traitement des patients dans ce contexte. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions si vous en avez, bien sûr. Ce sera Jean-Michel Fourier, qui est le président de l'AFPF, qui vous donnera la parole. Merci, professeur Cadranel et docteur Duchman, d'avoir accepté de nous parler de la fibrose pulmonaire et cancer du poumon. Je vous laisse la parole. On va peut-être se présenter l'un après l'autre. Déjà, merci en notre nom à tous les deux de nous accueillir pour ce moment d'échange que vraiment on souhaitait depuis quelque temps parce que je crois que c'est important qu'on puisse partager avec vous ces expériences. Et je remercie ici l'association qui nous a permis de faire des demandes de financement pour des projets de prise en charge thérapeutique dont Boris Duchman vous reparlera dans cette deuxième partie. Donc, merci de m'avoir présenté. Je suis effectivement médecin à l'hôpital Tenon et on a effectivement la double compétence puisqu'on est à la fois un centre d'expertise régional et national dans les cancers du poumon, d'une part, et d'autre part, on héberge également un centre de référence constitutif des maladies rares pulmonaires et également un centre de complément constitutif concernant la maladie grandioselaire. Je vais laisser ensuite Boris se présenter et puis on commencera par une première partie plutôt de prise en charge diagnostique et Boris partira ensuite des aspects plutôt thérapeutiques. Boris, tu fais un petit coucou. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis très content d'être avec vous. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de voir participer avec vous pour la question de la FPF. C'est crucial pour nous d'avoir la discussion, de avoir votre retour sur ce qu'on va présenter. Et puis, effectivement, grâce à vous, déposer des projets de recherche, on va dire, qui vont être le plus cohérent possible. Moi, je suis pneumologue. J'ai travaillé avec l'équipe de Dominique Valère et d'Hilario Nunes sur Avicenne, que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent. Et maintenant, je m'occupe de l'unité d'oncologie thoracique. Donc, comme à Tenon, on a cette double expertise dans les pathologies tumorales pulmonaires et dans les pathologies interstitielles. Du coup, c'est là qu'est née l'envie d'avoir le plus possible de discussions et d'implication des patients autour de cette thématique, parce qu'on a, comme vous le verrez, beaucoup de choses, beaucoup de questions et beaucoup de choses beaucoup de questions auxquelles on doit répondre. Donc, Jacques, c'est toi qui commences sur Oui. la diagnostic. Voilà, je vais essayer donc de partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on le partage, il n'y a pas de souci. Non, je pense que ça devrait aller. Est-ce que vous voyez quelque chose? Très bien. Ok, super.
Et donc, je vais mettre en plein écran. Voilà. OK. Très bien. Donc, encore une fois, merci d'être là et de partager ce moment d'interaction. Donc, vous savez qu'on va parler des pneumopathie interstitielle fibrosante et du cancer du poumon, et qu'à la fin, on vous montrera aussi un petit peu les aspects thérapeutiques et l'importance de cette réunion de concertation qui se fait tous les mois à ce sujet-là spécifiquement. Alors, donc ça, c'est un scanner de poumon normal. Et ce qu'on va essayer un petit peu d'aborder ensemble, c'est effectivement le fait que le poumon normal, lorsqu'il va être exposé à un certain nombre d'agressions, va pouvoir développer éventuellement une réponse inadaptée qui est la formation d'un cancer. Et la problématique de cancer du poumon, c'est environ en France 45 000 nouveaux cas par an. De la même manière, un poumon exposé à de l'agression, alors il peut faire de la BPCO et de l'emphysème, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, et il peut faire beaucoup plus rarement qu'un cancer, une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire cette fois-ci une destruction, une reconstruction anormale du parenchyme pulmonaire qui perd ses capacités un petit peu d'échange d'air-sang. Et on sait finalement que ces pathologies, que ce soit le cancer du poumon, la fibrose pulmonaire idiopathique et la BPCO qu'on n'abordera pas, finalement partagent des éléments de facteurs de risque communs. La première chose, c'est que le fait simplement de vieillir, ce qu'on appelle la sénescence, va entraîner des moins bonnes capacités de réparation ou de défense du poumon et des autres organes au cancer. Donc ça, c'est malheureusement inhérent à gérer notre espèce. Il n'y a pas tellement d'éléments de risque liés au sexe dans le cancer du poumon. C'est un petit peu moins net dans la fibrose pulmonaire idiopathique, mais il est possible aussi que ce soit à travers plutôt les expositions, que ce soit au tabac ou aux autres environnements, qui font apparaître un excès très important d'hommes chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. L'élément aujourd'hui qui rattache de manière la plus nette le risque de fibrose pulmonaire et le risque de cancer du poumon, c'est l'exposition au tabac, que ce soit le tabagisme actif et possiblement aussi le tabagisme passif. Et ça, c'est très net chez les fibroses pulmonaires, mais surtout chez les hommes. Et pour une raison qui est moins claire, on trouve moins de facteurs de tabac chez les femmes qui développent une fibrose pulmonaire idiopathique. Il est possible que ce soit d'autres expositions environnementales professionnelles, environnementales domestiques qui est très très mal connue. Et puis, et le docteur Duchman assure la coordination de la réunion de concertation pluridisciplinaire, discussion multidisciplinaire dédiée pour les patients atteints de PID fibrosante et d'un cancer du poumon. Durant cette présentation, le professeur Cadranel et le docteur Duchman vont aborder ces particularités à la fois concernant le diagnostic et le traitement des patients dans ce contexte. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions si vous en avez, bien sûr. Ce sera Jean-Michel Fourier, qui est le président de l'AFPF, qui vous donnera la parole. Merci, professeur Cadranel et docteur Duchman, d'avoir accepté de nous parler de la fibrose pulmonaire et cancer du poumon. Je vous laisse la parole. On va peut-être se présenter l'un après l'autre. Déjà, merci en notre nom à tous les deux de nous accueillir pour ce moment d'échange que vraiment on souhaitait depuis quelques temps parce que je crois que c'est important qu'on puisse partager avec vous ces expériences. Et je remercie ici l'association qui nous a permis de faire des demandes de financement pour des projets de prise en charge thérapeutique dont Boris Duchman vous reparlera dans cette deuxième partie. Donc, merci de m'avoir présenté. Je suis effectivement médecin à l'hôpital Tenon et on a effectivement la double compétence puisqu'on est à la fois un centre d'expertise régional et national dans les cancers du poumon, d'une part, et d'autre part, on héberge également un centre de référence constitutif des maladies rares pulmonaires et également un centre de
constitutifs concernant la maladie de Randy-Hössler. Je vais laisser ensuite Boris se présenter et puis on commencera par une première partie plutôt de prise en charge diagnostique et Boris partira ensuite des aspects plutôt thérapeutiques. Boris, tu fais un petit coucou. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis très content d'être avec vous. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de voir participer avec vous pour la question de la SPF. C'est crucial pour nous d'avoir la discussion, de avoir votre retour sur ce qu'on va présenter. Et puis, effectivement, grâce à vous, déposer des projets de recherche, on va dire, qui vont être le plus cohérent possible. Moi, je suis pneumologue. J'ai travaillé avec l'équipe de Dominique Valère et d'Hilario Nunes sur Avicenne, que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent. Et maintenant, je m'occupe de l'unité d'oncologie thoracique. Donc, comme à Tenon, on a cette double expertise dans les pathologies tumorales pulmonaires et dans les pathologies interstitielles. Du coup, c'est là qu'est née l'envie d'avoir le plus possible de discussions et d'implication des patients autour de cette thématique, parce qu'on a, comme vous le verrez, beaucoup de choses, beaucoup de questions et beaucoup de choses beaucoup de questions auxquelles on doit répondre. Donc, Jacques, c'est toi qui commences sur Oui. la diagnostic. Voilà, je vais essayer donc de partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on le partage, il n'y a pas de souci. Non, je pense que ça devrait aller. Est-ce que vous voyez quelque chose? Très bien. Ok, super. Et donc, je vais mettre en plein écran. Voilà. Ok. Très bien. Donc, encore une fois, merci d'être là et de partager ce moment d'interaction. Donc, vous savez qu'on va parler des pneumopathies interstitielles fibrosantes et du cancer du poumon, et qu'à la fin, on vous montrera aussi un petit peu les aspects thérapeutiques et l'importance de cette réunion de concertation qui se fait tous les mois à ce sujet-là spécifiquement. Alors, donc ça, c'est un scanner de poumon normal. Et ce qu'on va essayer un petit peu d'aborder ensemble, c'est effectivement le fait que le poumon normal, lorsqu'il va être exposé à un certain nombre d'agressions, va pouvoir développer éventuellement une réponse inadaptée qui est la formation d'un cancer. Et la problématique de cancer du poumon, c'est environ en France 45 000 nouveaux cas par an. De la même manière, un poumon exposé à de l'agression, alors il peut faire de la BPCO et de l'emphysème, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, et il peut faire beaucoup plus rarement qu'un cancer, une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire cette fois-ci une destruction, une reconstruction anormale du parenchyme pulmonaire qui perd ses capacités un petit peu d'échange d'air-sang. Et on sait finalement que ces pathologies, que ce soit le cancer du poumon, la fibrose pulmonaire idiopathique et la BPCO qu'on n'abordera pas, finalement partagent des éléments de facteurs de risque communs. La première chose, c'est que le fait simplement de vieillir, ce qu'on appelle la sénescence, va entraîner des moins bonnes capacités de réparation ou de défense du poumon et des autres organes au cancer. Donc ça, c'est malheureusement inhérent à gérer notre espèce. Il n'y a pas tellement d'éléments de risque liés au sexe dans le cancer du poumon. C'est un petit peu moins net dans la fibrose pulmonaire idiopathique, mais il est possible aussi que ce soit à travers plutôt les expositions, que ce soit au tabac ou aux autres environnements, qui font apparaître un excès très important d'hommes chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. L'élément aujourd'hui qui rattache de manière la plus nette le risque de fibrose pulmonaire et le risque de cancer du poumon, c'est l'exposition au tabac, que ce soit le tabagisme actif et possiblement aussi le tabagisme passif. Et ça, c'est très net chez les fibroses pulmonaires, mais surtout chez les hommes. Et pour une raison qui est moins claire, on trouve moins de facteurs de tabac chez les femmes qui développent une fibrose pulmonaire idiopathique. Il est possible que ce soit d'autres expositions environnementales professionnelles, environnementales domestiques qui est très très mal connue.
Et puis, vous savez, comme tout le monde, hein, que ça va être aussi le rôle de la pollution qui peut-être va intervenir dans ces deux pathologies. Alors, je vous ai mis aussi en dernière catégorie la notion de génétique. Dans la génétique, nous, on entrevoit deux aspects. Il y a des situations où on transmet une susceptibilité soit au cancer, soit à la fibrose pulmonaire, à notre famille, à nos descendants. Ça, c'est très exceptionnel à la fois dans le cancer du poumon et également dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis, il y a une autre notion qu'on appelle, nous, le polymorphisme, c'est-à-dire le fait que nous soyons tous pareils, mais tous un petit peu différents. Et ça, c'est fait pour protéger l'espèce dans son ensemble. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui soient susceptibles à certaines choses, mais au contraire très résistants à d'autres choses, pour que, de manière un petit peu darwinienne, l'espèce entière survive aux différentes agressions qu'on lui impose ou qu'il s'impose. Et donc la situation que nous, on va regarder aujourd'hui, c'est la situation où soit un patient a un cancer du poumon, on découvre de manière concomitante une fibrose pulmonaire, c'est quand même pas la situation la plus fréquente, soit il a une fibrose pulmonaire qui est déjà connue et il va développer dans le cadre de cette fibrose un cancer. Alors, là encore, le cancer, et c'est assez légitime, ça fait peur à tout le monde et ça doit faire encore plus peur aux gens qui ont déjà une maladie, mais finalement, vous êtes maintenant habitué à toutes ces pathologies associées à la fibrose pulmonaire, que ce soit les syndromes d'apnée du sommeil, les reflux gastro-œsophagien, l'hypertension pulmonaire, etc., etc. Il va falloir aussi faire affaire avec le fait que dans cette pathologie de la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a aussi un risque majoré de cancer du poumon. Alors, les pathologies interstitielles diffuses, c'est une très très grande famille qu'on distingue de manière un petit peu arbitraire entre celles pour lesquelles on ne trouve pas de cause, mais là, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas de cause ou parce qu'on n'a pas identifié les causes? C'est ce qu'on appelle les PID idiopathiques, et celles qui semblent s'intégrer dans un cortège de maladies. Alors, soit on a de l'auto-immunité, c'est-à-dire qu'on fabrique contre ses propres organes des agressions par nos anticorps ou nos cellules de défense de l'organisme, soit à cause de l'environnement, que ce soit un environnement plutôt, comme on dit, la biomasse organique, c'est l'hepatopathie hypersensibilité, soit éventuellement lié à notre profession, et puis soit éventuellement lié au fait que les docteurs donnent des médicaments qui sont parfois pas bons pour le poumon. Et puis il y a la sarcoïdose qui est encore un petit peu une maladie un petit peu mystérieuse, qui est la première cause de pneumonie interstitielle diffuse. Et je vous ai mis en orange que certaines de ces maladies peuvent soit par nature faire un processus de fibrose, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique ou c'est la fibroélastose parenchymateuse, ou constituer plus rarement dans la chronicité les phénomènes de fibrose que sont dans la sclérodermie systémique, dans les pneumopathies d'hypersensibilité, dans des expositions professionnelles et dans la sarcoïdose. Néanmoins, même si ces maladies peuvent développer un phénomène de fibrose, elles se distinguent par des aspects extrêmement différents et probablement aussi avec des risques très différents de développer un cancer. Donc, j'ai mis à gauche la fibrose pulmonaire idiopathique que vous connaissez bien avec ce fameux rayon de miel, les PINS qui sont plutôt des pneumopathies inflammatoires qui peuvent donner la fibrose, qui sont la caractéristique des maladies avec auto-immunité, les pneumopathies d'hypersensibilité environnementale, qu'elles soient domestiques ou professionnelles, et puis je vous ai mis la fibrose et la fibroélastose pleuropulmonaire, qui est une espèce de maladie qui prédomine très nettement sur la partie supérieure des poumons et qui se caractérise toutes ces maladies avec un risque de fibrose. Alors maintenant, quand on a une fibrose pulmonaire idiopathique, c'est ce qu'on connaît le mieux. Quel est notre risque de développer sur cette fibrose pulmonaire idiopathique un cancer du poumon? Donc, sur cette diapositive, c'est ce qu'on appelle une revue systématique. Ça, à un moment donné, les docteurs revoient toute la littérature scientifique, vous voyez, 18 000 données reparties dans la littérature, et puis ils vont regarder toutes ces études-là, et ils ont retrouvé en 2019 environ 25 études, essentiellement asiatiques, pour lesquelles les médecins se sont interrogés sur des patients qui étaient suivis pour une fibrose,
ces patients avaient une fibrose et chez qui on voit apparaître un cancer du poumon. Et donc, ces petits carrés que vous voyez vont donner la fréquence chez les personnes qui ont une fibrose pulmonaire de voir apparaître à n'importe quel moment de leur maladie un cancer du poumon. Et vous voyez que cette fréquence, elle varie beaucoup, beaucoup d'une étude à l'autre. C'est pour ça qu'on a eu besoin de les métalliser pour avoir plus de précision. Et ce que dit la méta-analyse, c'est qu'environ 13% des gens qui ont une fibrose pulmonaire peuvent, dans leur vie, développer un cancer du poumon. Si on essaie d'analyser ça un petit peu à l'aune des différences entre asiatiques et européens, ce risque est plus faible lorsqu'on a une fibrose pulmonaire et qu'on a un polymorphisme de personnes plutôt de peau blanche par rapport à ce qu'on a un polymorphisme de personnes avec une peau asiatique. Si on regarde maintenant en termes de nouveaux cas chaque année de cancer du poumon chez 100 personnes qui ont une fibrose pulmonaire, eh bien chaque année, 2 personnes sur 100 par année vont développer un cancer du poumon. Et on retrouve encore une fois ce risque plus important chez les personnes asiatiques que chez les personnes européennes. Ce que dit aussi ces analyses, c'est que ce n'est pas l'effet de l'âge, ce n'est pas l'effet du sexe, ce n'est pas uniquement l'effet du tabagisme, il y a bien intrinsèquement, quand vous avez une maladie fibrosante, mais c'est vrai dans tous les organes, c'est vrai par exemple la cirrhose du foie, eh bien vous avez un risque supplémentaire de développer un cancer, indépendamment des autres facteurs de risque. Donc si on peut jouer sur les autres facteurs de risque, eh bien, on va essayer de diminuer son risque. Malheureusement, la fibrose, on ne peut pas jouer dessus puisqu'on l'a par définition dans ces études. Alors, dans cette deuxième étude, c'est le même principe. Les médecins ont repris toutes les études à disposition et ils ont regardé la situation où non seulement la personne a une fibrose pulmonaire idiopathique, mais comme on a dit que le tabac est un facteur de risque partagé, ils ont aussi également un emphysème et une fibrose pulmonaire. Et on voit bien effectivement qu'à ce moment-là, le fait d'avoir un emphysème va augmenter encore plus de risque 2,5 fois par rapport à quelqu'un qui aurait que la fibrose et pas de l'emphysème. Et puis, si on regarde cette fois-ci par pays, c'est-à-dire est-ce que c'est, là encore, plus important chez les personnes asiatiques que chez les personnes européennes? Eh bien non. Ce sur-risque-là, qui on voit bien, finalement, fait transparaître le risque plus direct lié au tabac, eh bien, il est, entre guillemets, aussi bien partagé qu'on soit asiatique et européen. C'est-à-dire le risque lié au tabac, il est le même pour tous. Ça, c'est des autres pathologies avec fibrose pulmonaire qui ne sont pas la fibrose pulmonaire idiopathique, mais c'est aussi des malades qu'on voit relativement fréquemment. C'est des gens qui développent une pneumopathie inflammatoire diffuse dans le cadre de la maladie auto-immune, sclérodermie essentiellement, et polyarthrite rhumatoïde. Et donc, vous avez à droite des personnes, 2500 personnes qui n'ont pas de cancer du poumon et qui ont bien une maladie du poumon, une pneumopathie inflammatoire diffuse, et puis quelques patients, 24 patients, qui ont non seulement une pneumopathie inflammatoire diffuse et un cancer du poumon. Et donc, je vous ai mis en rouge, qu'est-ce qui fait que quand on a de ce type de pneumopathie inflammatoire diffuse, on développe un cancer du poumon, ben on retrouve un peu la même chose que ce qu'on a vu dans la fibrose pulmonaire idiopathique, le fait d'être un homme, le fait d'être plutôt un peu plus âgé, le fait surtout d'être fumeur est un facteur de risque quand on a une PID de connectivité de développer un cancer. Et c'est encore plus vrai quand le rhumatisme sous-jacent est une polyarthrite rhumatoïde, parce qu'on sait que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a plus souvent un aspect de pneumopathie interstitielle commune qui est l'aspect que l'on voit dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc il y a aussi une spécificité du rayon de miel, probablement à provoquer un petit peu plus de cancer que quand c'est une autre forme de pneumopathie interstitielle diffuse. Alors maintenant, on va d'un autre point de vue. Là, je vous ai montré des études où les gens avaient une fibrose pulmonaire ou une pneumopathie fibrosante et on voit le risque de développer un cancer du poumon. Là, on est dans un autre point de vue. On est à la RCP d'oncologie-thoracique de l'hôpital Tenon et du centre intercommunal de Créteil. Et puis, pendant 2 ans, avec M. Nakache, on a regardé dans ces 2 centres, à chaque RCP où on voyait un cancer du poumon, si quand on regardait les scanners des patients qui venaient pour un cancer du poumon, est-ce qu'on détectait éventuellement chez ces patients-là une pneumopathie inflammatoire diffuse.
oui, on le détecte dans environ 5% des patients, mais vous voyez que sur ces 5%, au fond, quand on regarde un petit peu mieux le dossier, 4 fois sur 10, la fibrose était déjà un petit peu connue. D'accord? Donc, la situation où on vient avec un cancer, on ne sait pas qu'on a une fibrose pulmonaire, on découvre en même temps la fibrose pulmonaire, vous voyez, c'est 2 à 3% des patients. Généralement, ces fibroses ressemblent quand même à des fibroses pulmono-idiopathiques dans la majorité des cas, mais sont souvent des fibroses extrêmement minimes, très débutantes, ce qu'on appelle, chez les Américains, appellent les ILA, c'est-à-dire des petites fibroses qui ne sont pas du tout celles qui sont marquantes de la maladie de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors pourquoi c'est important vraiment qu'on s'intéresse à ce sujet? Parce que le fait d'avoir un cancer du poumon dans le cadre d'une fibrose pulmonaire, que ce soit en France ou que ce soit en Asie, à même niveau de gravité du cancer, eh bien, le fait d'avoir en plus une fibrose pulmonaire, une pneumopathie infiltrante diffuse, va rendre le traitement du cancer plus difficile et du coup va rendre le pronostic du cancer et ou de la fibrose moins bon. Et quand on essaie de comprendre pourquoi le fait d'avoir un cancer du poumon sur une fibrose fait que le cancer du poumon et ou la fibrose aggravent leur pronostic, eh bien on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a effectivement la maladie fibrosante sous-jacente, c'est ce que je vous ai mis ici en rouge, ça augmente le risque intrinsèquement de moins bon pronostic, mais aussi parce que finalement, on va avoir probablement un traitement du cancer qui ne va pas être optimal à cause de la concomitance de la fibrose pulmonaire. Vous voyez qu'en revanche, finalement, dans cette étude asiatique, les malades qui ont un cancer et une fibrose étaient exposés de manière à peu près similaire au même traitement, et que là également, chez les patients qui étaient traités, qui avaient une fibrose pulmonaire, mais qui étaient traités aussi bien que s'ils n'avaient pas de fibrose pulmonaire, à ce moment-là, leur pronostic rejoignait ceux de la population sans fibrose pulmonaire. Donc, vous commencez à entrevoir ce que Boris abordera, l'interaction entre notre capacité à donner un traitement optimal et la maladie pulmonaire sous-jacente, mais aussi toutes les copathologies que l'on peut avoir lorsqu'on a une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, comment se présente ce cancer chez les gens qui ont une fibrose pulmonaire? Eh bien, une des, entre guillemets, bonnes nouvelles, c'est que finalement, parce qu'on met en place une surveillance annuelle, c'est qu'on recommande du scanner thoracique, eh bien, on va pouvoir identifier très précocement, généralement dans la zone de fibrose. Vous voyez, la plupart du cas, c'est dans la zone de fibrose, c'est donc sur les lobes inférieurs, c'est très périphérique du poumon. Eh bien, on va voir apparaître ce nodule pulmonaire qui est fortement suspect d'un cancer du poumon. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'il est extrêmement important dans la fibrose pulmonaire idiopathique, chez les patients qui ont encore une bonne capacité pulmonaire, qui sont relativement jeunes, qui n'ont pas de copathologie importante, de systématiquement, une fois par an, une fois pour les 2 ans, et bien éventuellement faire un scanner du thorax faiblement dosé pour pouvoir identifier très précocement ce cancer. Et effectivement, lorsqu'on regarde le stade de la maladie au moment du diagnostic du cancer entre les malades qui ont une pathologie interstitielle diffuse, qui est cette colonne-là, par rapport à la population générale, eh bien effectivement, dans pratiquement 60% des cas, ce sont des cancers qui sont des petits stades, comme on dit stade 1 et stade 2, c'est-à-dire qui sont généralement strictement localisés au poumon, alors que malheureusement dans la population générale, ce n'est pas du tout la situation qu'on a, puisque la majorité de nos patients qui viennent avec un cancer du poumon viennent avec un stade étendu, non opérable, voire même, comme on dit, métastatique, c'est-à-dire qu'une maladie qui est étendue en dehors du poumon. Alors, quand vous avez un cancer du poumon, que ça soit ou pas avec une fibrose pulmonaire, en fait, on va vous prendre en charge dans le cadre d'un parcours de soins très bien organisé en France pour faire en parallèle 3 étapes d'approche. On va essayer de déterminer la nature du cancer. Très grossièrement, il y a ce qu'on appelle les cancers non à petites cellules, c'est 85% des malades, et puis les petites cellules, 15% des malades. Mais à mon avis, pour vous, ce n'est pas très intéressant d'avoir cette connaissance-là. Et donc, on va soit faire une ponction directe dans le poumon de l'image que je vous ai montrée,
on va aller rechercher par la bronchoscopie à déterminer la nature du cancer. Et puis en parallèle, on va essayer aussi d'établir l'étendue de ce cancer. Et encore une fois, chez l'organe fibrose, c'est plutôt un cancer qui est très localisé, mais on doit s'en assurer en faisant une imagerie du cerveau, une imagerie corps entier, et en particulier une imagerie, ce qu'on appelle avec la TEP-FDG, la scintigraphie, avec une injection de fluorodésoxyglucose qui va nous sensibiliser à la recherche de cellules cancéreuses en dehors du poumon. Parfois, on peut être aussi amené à essayer de voir si le cancer est dans les ganglions du poumon, et donc à faire ce qu'on appelle des examens d'endoscopie avec une échographie pendant l'endoscopie. Et puis, vous imaginez qu'on va aussi vérifier l'état de tous les organes, du foie, du cœur, des reins, et surtout des fonctions respiratoires qui vont être les éléments le plus limitants en cas de fibrose pulmonaire à éventuellement la réalisation d'un geste chirurgical. Alors là encore, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails sur nos stratégies, et c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se contenter d'un diagnostic de probabilité et traiter une image par chirurgie ou par une autre stratégie de radiothérapie, ou est-ce qu'on va vouloir, et généralement on essaye quand même de vouloir, avoir une certitude avant d'engager un traitement pour une maladie qui est quand même assez grave, donc on aime bien avoir la certitude. Mais vous voyez que parce que quand même on est limité par nos abords liés à la fibrose pulmonaire, dans 20 à 30% des cas, on ne pourra pas biopsier sans prendre un risque important de faire cette biopsie. Alors, je rajoute aussi cette espèce de tableau un peu de charabia dont Boris reprendra aussi l'importance, c'est-à-dire qu'on a à la fois des stades du cancer du poumon qui nous permettent d'orienter les traitements et surtout de dire ce cancer, il est plus ou moins facilement traitable et guérissable. Et on va avoir à intervenir aussi dans le même sens sur le côté de la fibrose pulmonaire, c'est-à-dire qu'on sait aussi qu'en fonction de l'âge, en fonction du type de la fibrose, en fonction des capacités respiratoires, de la DLCO, eh ben, le pronostic de la fibrose va être différent. Il est important qu'on ait ces approches-là de copronostic avant d'envisager un traitement du cancer. Et donc, c'est ce qu'on discute très régulièrement avec Boris Duchman sur cette RCP Capide. On va avoir des médecins de la pneumopathie et des médecins du cancer qui vont confronter un petit peu leurs avis sur la meilleure stratégie de traitement et de prise en charge du malade. Et extrêmement schématiquement, et là encore, l'idée, ce n'est pas de vous expliquer le traitement du cancer du poumon, c'est juste de vous en donner les grandes orientations. Donc effectivement, ici, les stades 1, c'est des maladies de toute petite taille, c'est ce que je vais montrer sur le scanner. En gros, on fait le tour de la maladie avec le doigt quand on regarde le scanner. Et puis, à l'extrême ici, on va avoir une maladie qui est étendue en dehors du thorax, qu'on avait avec des métastases. Et donc, les traitements vont être très différents d'un stade à l'autre. Dans les stades précoces, on va essentiellement chercher à retirer le cancer par la chirurgie et puis éventuellement par la radiothérapie. Et puis, dans les stades un petit peu plus où on ne peut pas enlever le cancer, eh bien, on va s'adresser plutôt à des traitements médicamenteux. Alors, je vous ai mis en plus en jaune tout ce qui est ces nouveaux traitements du cancer, l'immunothérapie qui va réveiller l'immunité antitumorale et qui va permettre de mieux traiter les patients en dehors des situations de fibrose, et puis les inhibiteurs de tyrosine kinase, où là, l'analyse de la biopsie du cancer va nous montrer un petit peu des talons d'Achille de cette cellule cancéreuse, et donc on va pouvoir empoisonner cette cellule cancéreuse en donnant des comprimés par la bouche qui vont agir très spécifiquement sur le cancer qu'à la personne. Et donc, c'est avec là-dessus qu'il va falloir qu'on essaie de s'adapter si la personne a en plus la fibrose pulmonaire. Et ce qu'on va rediscuter avec Boris derrière, c'est qu'il va y avoir aussi un risque accru d'aggravation de la fibrose pulmonaire, soit parce qu'il y a des facteurs de risque d'aggravation, le tabagisme qui n'est pas interrompu, le fait d'avoir des corticoïdes, le fait d'avoir une étendue importante de la maladie ou d'avoir une hypertension pulmonaire. Et puis, il va y avoir des choses qui vont être liées au traitement qu'on va appliquer, qui va augmenter le risque d'exacerbation. Pour finir sur une note positive, sur ce qu'on vient de dire là, les premières données que l'on a sur le fait que quand les gens prennent des antifibrotiques,
que ça soit du nintédanib ou la pirfénidone pour leur maladie, c'est ces 345 personnes, eh bien, les personnes qui sont ici en noir sont des personnes qui reçoivent un antifibrosant. En rouge, c'est les personnes qui ne reçoivent pas un antifibrosant. Et ça, c'est le risque au cours du temps. Je l'ai dit, chaque année, il y a un petit risque. Eh bien, vous voyez que ce risque, il est très atténué au cours du temps chez les personnes qui reçoivent l'antifibrosant. Donc, avoir un scanner du thorax régulièrement et avoir arrêté de fumer et avoir éventuellement un antifibrosant va réduire considérablement le risque de cancer, ou en tout cas le risque de cancer étendu. Et je crois que c'est ma dernière diapositive. Je vous remercie. Je ne sais pas, allô, allô. Merci, professeur Cadranel. Je pense que nous allons laisser la parole au docteur Duchman. Oui, très bien. Je prends la main. Docteur Duchman, merci. Alors, tac, 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 tac. Je vois à partager. Hop là. Hop, hop. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 très, très bien, merci. Hop. Du coup, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la thérapeutique une fois que le diagnostic est fait. Et je vais rejoindre le professeur Jacques Cadranel sur le point essentiel, en fait, qui est de mieux apprendre. Ce qu'on fait toujours en médecine, c'est toujours de discuter le bénéfice des explorations et des traitements vis-à-vis du risque des traitements. C'est comme ça qu'on peut proposer des traitements éthiques et discuter avec les patients de le faire ou pas. Et toute la discussion dans cette situation qui est le cancer du poumon sur la fibrose, c'est de bien comprendre et de mieux évaluer ce bénéfice-risque pour proposer des traitements adaptés pour pouvoir discuter avec les patients des tenants et des aboutissants. Et en fait, c'est une situation où actuellement, il y a des inconnus et où, vu les progrès qui sont faits à la fois dans le traitement de la fibrose et à la fois dans le traitement des cancers, il y a des questions qu'on avait, entre parenthèses, mis sous le tapis et qui doivent maintenant être rediscutées parce que ça serait dommage de répondre, de maltraiter les patients ou de sous-traiter les patients par défaut de compréhension. On ne traite pas dans une situation où et les médecins et les patients pensent que c'est déraisonnable. Ça nous arrive malheureusement quotidiennement. C'est tout à fait une autre histoire que de ne pas traiter correctement les patients parce qu'on ne s'est pas donné la peine d'analyser finement la situation ou d'explorer des questions qui sont parfois complexes, comme l'association de plusieurs maladies entre elles. Donc là, clairement, dans cette association, comme dans d'autres situations médicales, l'objectif, c'est de bien repérer les patients qui peuvent tirer un bénéfice du traitement. Et ça, c'est savoir évaluer le pronostic de la fibrose, son évolution, l'état respiratoire des patients avec cette maladie. Et aussi, dans le même temps, savoir évaluer le pronostic du cancer. Donc, ça veut dire en faire correctement la stadification, l'extension, et savoir rechercher les maladies associées, le retentissement du cancer et les autres maladies fréquemment associées au cancer. Donc, avec ça, on va pouvoir déjà mieux déterminer les patients qui vont pouvoir bénéficier des traitements. Et de l'autre côté, il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on sache chercher les facteurs de risque de toxicité de tel ou tel traitement. Et à la fois pouvoir, en quelque sorte, prédire s'il y a un risque important de toxicité et pouvoir prédire quelle va être la qualité de vie, en particulier respiratoire, des patients après le traitement. Et en fait, c'est là qu'on le premier écueil, c'est que les données sont assez limitées. Les données dont on dispose dans la littérature sont assez limitées parce que dans tous les essais de fibrose, les patients avec des cancers étaient exclus. Et dans tous les essais de cancer du poumon, les patients avec fibrose étaient le plus souvent exclus. Parce qu'on considère que chacune des conditions est une maladie suffisamment sérieuse pour qu'on n'inclue pas les patients dans les essais thérapeutiques sans que ça risque de, on va dire en quelque sorte, de fausser
les résultats. Donc, malheureusement, il y a eu peu de patients avec des fibroses inclus dans les essais thérapeutiques avec les médicaments innovants. Et il y a aussi très peu d'essais dédiés où on s'est dit il faut aller chercher spécifiquement la réponse de toxicité et d'efficacité dans cette population de patients qui ont une fibrose pulmonaire et qui vont développer un cancer. Il y en a peu, mais clairement, il y en a quelques-uns et c'est une piste, ça va probablement être la bonne manière de répondre à nos interrogations. Un autre problème, c'est que les données dont on dispose, elles ne sont pas forcément complètement transposables dans notre situation de tous les jours en France. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de données asiatiques et particulièrement japonaises, et les patients japonais ont un contexte génétique qui les rend probablement plus fragiles vis-à-vis de certaines toxicités médicamenteuses, avec certains traitements anticancéreux qui donnent plus souvent de toxicité pulmonaire que dans des populations européennes. Et la génétique de la fibrose est aussi probablement différente, avec un risque d'exacerbation qui est possiblement plus important dans les populations asiatiques. Donc, on ne peut pas se contenter d'essayer de retranscrire ce qui a été fait dans des populations différentes, même si c'est très correctement fait, parce que bêtement, ça ne nous correspond pas, ça ne correspond pas à notre pratique de tous les jours et à l'expérience de nos patients. Et en Europe, malheureusement, c'est un sujet pour lequel il y a un certain nombre d'équipes qui ont leurs habitudes, qui ont des attitudes qui sont possiblement les bonnes, mais il y a peu d'échanges sur les pratiques et en particulier, il n'y a pas de consensus d'experts européens. Et Jacques avait participé à une étude européenne qui montrait que les praticiens, les pneumologues étaient assez en demande de ce consensus qui n'existe toujours pas. Alors, maintenant, je vais essayer de reprendre avec vous les principaux traitements, à la fois quand la maladie est strictement localisée, ce qui est le cas le plus fréquent, et quand la maladie est plus avancée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la traiter uniquement avec un traitement local. Le traitement le plus éprouvé lorsque les patients ont une petite tumeur, c'est la chirurgie. Et la particularité de la prise en charge des patients avec une fibrose pulmonaire, c'est qu'ils ont déjà une maladie respiratoire. Ce qui fait qu'il y a à réfléchir à la fois aux gestes qu'il convient de faire pour bien traiter le cancer, mais il faut aussi réfléchir aux gestes qu'on va faire et à ses conséquences sur la fonction respiratoire future. Et donc là, on voit qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver, parce qu'on voit que quand on a un cancer, on va dire plus le geste est étendu, c'est-à-dire plus on prend une partie large du poumon pour faire simple, meilleur est le contrôle du cancer, mais à l'opposé, plus on fait un geste étendu avec une large partie de poumon, plus le risque d'atteinte de détresse respiratoire ou de complications respiratoires est important. Dans des séries qui sont des séries étrangères, on a un taux d'aggravation pulmonaire immédiatement après la chirurgie qui est loin d'être exceptionnel, puisque quasiment 10% des patients pouvaient présenter des exacerbations. Là encore, c'est à prendre en considération, c'est les données de la littérature, mais ça ne représente pas ce que nous, on voit au quotidien. Donc, on a un effort à faire pour rapporter ce qui est le cas pour les patients européens. On voit que le fait d'avoir une fibrose, comme le disait Jacques Cadranel, c'est quand même un facteur pronostic qui est défavorable, parce que malheureusement, il y a un risque d'aggravation de la fibrose, et puis parce que malheureusement aussi, il y a des gestes qui ne peuvent pas toujours être satisfaisants d'un point de vue cancérologique. Et on voit qu'il y a quand même une balance qui se fait avec, d'un côté, un risque d'aggravation respiratoire précoce qu'on doit mettre en balance avec un risque de rechute. Alors, plus ça va, plus les prises en charge cancérologiques dans le cancer du poumon peuvent aller pour les petites tumeurs à des gestes limités. Il faut qu'on soit capable d'étudier spécifiquement chez les patients avec une fibrose et qui vont être opérés, quel va être le devenir cancérologique. Mais en tout cas, actuellement, la chirurgie, ça reste une option tout à fait envisageable avec des pourcentages de guérison qui vont être notables chez les patients, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas une fibrose pulmonaire. C'est juste le risque respiratoire qui va être accru.
Ce qu'il faut aussi chercher à faire, c'est voir si les nouveaux traitements antifibrosants, enfin les traitements antifibrosants qui sont plus si nouveaux maintenant, mais qu'on a à notre disposition, est-ce que ça pourrait permettre de limiter le risque de complications post-opératoires. Alors, on a donné des données, là encore, qui sont asiatiques, qui sont des données modestes, on va dire, en termes de nombre de patients, mais qui sont plutôt encourageantes et qui suggèrent que lorsqu'on traite les patients avec des antifibrosants, ici c'était la pyrphénidone, il y a possiblement une diminution des exacerbations post-opératoires, des aggravations respiratoires post-opératoires. Alors, c'est des données qui ne sont pas issues d'essais comparatifs, mais qui du moins montrent que, un, c'est faisable d'opérer les patients sous pyrphénidone, et qui suggèrent, du fait du relativement faible nombre d'exacerbations, que ça pourrait être un facteur protecteur. Donc actuellement, nous, ce qu'on a tendance à faire pour nos patients et à discuter dans nos RCP, c'est de faire un bilan de la fonction respiratoire extrêmement précis, plus précis peut-être que pour des patients qui n'ont pas de fibrose, avec une évaluation à l'effort, avec des évaluations pour savoir quelle partie du poumon assure quelle partie de la fonction respiratoire. Et lorsque c'est fonctionnellement possible, lorsque les patients ne sont pas trop sévères sur le plan respiratoire et que la fibrose pulmonaire n'est pas trop avancée, on peut régulièrement proposer des chirurgies. La question de la prévention par pyrphénidone n'est pas tranchée, mais en tout cas, ça ne nous dérange pas du tout que les patients en reçoivent avant, au contraire. L'alternative actuellement dont on discute souvent en RCP à la chirurgie, c'est la radiothérapie. Chez les patients qui n'ont pas de fibrose, la radiothérapie stéréotactique, c'est ce qu'on va appeler la radiochirurgie. C'est une technique de radiothérapie qui permet de traiter un très petit volume pulmonaire de manière très précise, avec une précision millimétrique et avec des doses de radiothérapie qui vont être intenses et qui vont permettre de détruire complètement la tumeur. Et chez des patients qui n'ont pas de fibrose, l'efficacité elle est très proche de la chirurgie pour des maladies très limitées. Pour des petites tumeurs, c'est un traitement qui marche très bien. Et toute la question, c'était, chez les patients ayant une fibrose, quel est le risque de ces traitements de radiothérapie? Parce qu'on sait que malheureusement, la radiothérapie, en particulier quand elle consiste à des irradiations de grandes zones du poumon, donc des méthodes de radiothérapie qui vont être différentes, mais on sait qu'il peut y avoir un risque de toxicité pulmonaire chez tous les patients et d'aggravation de fibrose chez des patients qui ont une fibrose préexistante. Là, cette année, donc vous voyez, c'est des données qui sont tout à fait récentes et qui montrent qu'il y a de la recherche sur le sujet, sur des populations, c'est une étude qui a été menée au Canada, donc sur des populations qui ne sont pas uniquement asiatiques. Ils ont fait de la radiochirurgie avec des modalités quand même un petit peu adaptées pour essayer de la rendre un peu moins toxique. Au lieu de le faire en 1 ou 2 séances, ils l'ont fait en 5 séances, qui est censé limiter la toxicité. Et on voit qu'ils ont des résultats. Ils l'ont fait chez des patients qui avaient, on va dire, des fibroses qui avaient des symptômes, donc des patients qui étaient considérés comme non opérables, donc des patients un peu plus graves probablement sur le plan respiratoire que des patients qu'on emmène habituellement à la chirurgie. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils avaient un bon contrôle du cancer, parce qu'ils avaient 80% des patients qui étaient vivants, donc qui n'avaient pas eu de problème de décès ni au cancer, ni à une aggravation respiratoire, et avec des taux de toxicité qui ne sont pas nuls, parce qu'il y a des patients quand même, il y a entre 5 et 10% de patients qui peuvent faire une toxicité grave, mais la majorité des patients qui avaient une toxicité tout à fait gérable. Et donc, ça, c'est des données qui sont très précieuses, acquises de manière scientifiquement tout à fait valable, parce que c'est des études qui ont été menées en prospectif, tous les malades ont été bien surveillés pendant plus d'1 an. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qu'on discute assez régulièrement maintenant dans nos RCP. L'impact sur la fonction respiratoire était assez modeste pour la majorité des patients. Donc clairement, on avait la chirurgie pour laquelle on a de nombreuses années d'expérience. On sait qu'il y a ce risque qu'on va peut-être diminuer avec les antifibrosants, mais on savait déjà qu'on pouvait opérer des patients qui n'étaient pas trop graves sur le plan respiratoire. Et on voit maintenant qu'il y a d'autres techniques qui étaient déjà utilisées chez les patients sans fibrose, de la radiothérapie, de la radiochirurgie,
qui peuvent probablement être utilisés chez les patients avec une atteinte respiratoire, on va dire, notable de leur fibrose. On ne sait pas ce que ça donne chez les patients qui sont plus sévères, mais en tout cas, déjà, c'est les premiers éléments de réponse. Ça paraît possible chez les patients non opérables, avec des modalités de traitement adaptées. Là encore, on va se poser la même question. Est-ce qu'on a des moyens de limiter encore le risque de toxicité pulmonaire de la radiothérapie? Et pour ces malades localisés, on a des options de traitement tout à fait valables. La deuxième situation qui va être peut-être moins fréquente, mais qui va se présenter, qui peut se présenter, c'est celle d'une maladie non traitable localement, d'un patient qu'on ne peut pas opérer ou qu'on ne peut pas irradier, soit parce qu'il a plusieurs localisations, une maladie plus étendue. Et vous voyez qu'on a des données qui sont plus anciennes. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de tous les noms, là, qui sont des noms de chimiothérapie qu'on utilise dans les cancers du poumon, mais on a des données de patients qui ont été traités en Asie et dans une moindre mesure en Europe, qui nous montrent le risque relatif de chaque famille de traitement. Et ça nous permet de juger si certains traitements sont particulièrement à risque de toxicité pulmonaire, probablement moins à risque, ou plutôt utilisables sans sur-risque chez les patients. Donc ça déjà, c'est un premier élément d'information, c'est qu'on peut choisir des traitements dont on connaît la relative innocuité sur le plan pulmonaire. Et ça nous permet de choisir les traitements. Et on a aussi des études qui ont été dédiées aux patients qui avaient une fibrose et un cancer. Et ça, c'est des données asiatiques, japonaises, où on voit qu'ils ont choisi un régime de chimiothérapie assez particulier, qui est l'association de carboplatine et de paclitaxel. Ces deux drogues qu'on connaît bien, qu'on utilise en routine chez d'autres patients ayant des cancers du poumon. Et ils ont montré qu'en tout cas, c'était faisable avec des taux de réponse qui étaient intéressants et des taux de toxicité qui sont pas nuls, mais de l'ordre d'un malade sur 20 dans la plupart des cas. Et là encore, c'est des données japonaises, c'est probablement un peu moins chez les patients caucasiens. Je vous dis ça, c'est un peu sur l'expérience qu'on a sur nos patients et en discutant avec nos collègues au niveau de la RCP nationale. Donc en tout cas, on a des protocoles de chimiothérapie qui ont été utilisés et pour montrer leur faisabilité et leur efficacité dans des populations japonaises. Toujours la même question, est-ce qu'on a des moyens de limiter les toxicités pulmonaires? Donc, les Japonais ont mené une étude de chimiothérapie en associant le nintédanib. Le nintédanib, c'est un médicament qui a la particularité à la fois d'être utilisé, comme vous le savez, pour les fibroses pulmonaires, mais aussi à des doses différentes pour la cancérologie. Donc, il y a un effet un peu dual, un peu mixte, qui rendait cette étude très intéressante. Et ce qu'ils ont montré en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas de surtoxicité à ajouter le nintédanib, que c'était possible de le faire, et que possiblement certains patients en tiraient un bénéfice en termes d'efficacité. Donc en tout cas, on est sûr que c'est faisable, peut-être un bénéfice pour des malades particuliers. Bon, toujours le même problème, une population japonaise, il faudrait qu'on sache ce que ça donne dans une population européenne. Donc, pour résumer, en ce qui concerne les tumeurs non traitables localement, donc les tumeurs soit métastatiques, soit les patients qu'on ne peut pas traiter avec de la chirurgie ou uniquement de la radiothérapie, ça paraît tout à fait légitime de proposer de la chimiothérapie. On a des associations de drogues qui ont été montrées comme faisables et avec un risque de toxicité pulmonaire acceptable. Possiblement un intérêt des antifibrosants. Maintenant, la question c'est est-ce que ces données seraient les mêmes, voire meilleures, dans une population européenne? Une autre question qu'on se pose chez les patients qui ne peuvent pas, qui sont traités par des médicaments pour des maladies avancées, c'est le rôle de l'immunothérapie, qui est un des grands progrès de l'oncologie thoracique des 10 dernières années. On sait que ça peut, chez un certain nombre de malades, ça peut vraiment changer l'histoire cancérologique. Et donc, ça fait typiquement partie des médicaments pour lesquels on a besoin de savoir
le bénéfice-risque dans les patients atteints de fibrose parce que ça peut complètement changer l'histoire du cancer. Et il ne faudrait pas que des patients qui aient une petite fibrose et un cancer soient incomplètement traités à cause de ces médicaments, juste parce qu'on ne sait pas répondre à la question du bénéfice-risque. Alors, quelles données on a actuellement? On a des données, là encore asiatiques, qui nous montrent de manière rétrospective, donc c'est pas aussi robuste que quand on fait des études qu'on suit, où on suit les patients en continu et on va dire de l'inclusion dans l'essai à la fin de l'essai thérapeutique, où on est sûr qu'on perd personne et que toutes les données sont correctement analysées. Donc ça, c'est un peu moins robuste et des données rétrospectives. On montre en tout cas qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient une réponse. Le taux de réponse était satisfaisant, avec des patients qui étaient dans la plupart des cas contrôlés sur leur maladie tumorale, et une toxicité respiratoire qui était quand même notable, parce qu'il y avait 3 fois plus de toxicité pulmonaire que chez les patients qui n'ont pas de fibrose en pratique. Ça veut dire quasiment, on va dire, un quart des patients qui peuvent présenter une toxicité pulmonaire. Dans ces études, ces toxicités pulmonaires, elles s'amélioraient dans l'immense majorité des cas, dans presque 90% des cas, avec des corticoïdes. C'est à noter que ça, c'est des données qui sont acquises chez les patients asiatiques et chez des patients qui étaient en particulièrement bonne forme et avec des fibroses vraiment assez modestes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible chez des gens qui ont des fibroses plus avancées, mais ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de ces données-là pour généraliser de manière comme ça, spontanée les résultats de cette étude à toute la population de tous les patients avec des fibroses, dont la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais en tout cas, ça nous montre que, alors que les patients avec une fibrose n'ont pas pu être inclus dans les essais d'immunothérapie, si on regarde quand même de manière un peu plus attentive, il y a probablement au moins certains patients qui en tirent un bénéfice, ou même s'il y a plus de toxicité, peut-être si on surveille les gens de manière particulière, ou si on sait mieux dépister ceux qui sont à risque, on pourrait exposer les patients. Et ça, c'est une étude qu'on a réalisée aussi sur l'ensemble des patients qui ont été traités en France par de l'immunothérapie. C'est des données qui sont un peu anciennes, mais ça montre que l'efficacité des traitements en termes de survie n'était pas si différente chez les patients qui avaient une fibrose que chez les patients qui n'avaient pas de fibrose. Ce qui montre qu'il faut possiblement sélectionner les patients, c'est-à-dire bien les surveiller, peut-être éviter d'exposer à l'immunothérapie ceux qui ont peu de chances de répondre et beaucoup de chances de toxicité. Mais en tout cas, il faut aller analyser actuellement au cas par cas le bénéfice et le risque de l'immunothérapie et il faut continuer à se poser la question et essayer d'acquérir des données dans le cadre d'essais thérapeutiques bien faits. Et je vais y venir. Donc pour l'immunothérapie, actuellement, on a des données sur des formes qui étaient très peu graves, plus de toxicité, mais qui semblait gérable. Du coup, la question de l'exposition des patients à ces thérapeutiques innovantes anticancéreuses que sont les immunothérapies, ça paraît tout à fait licite. Après, la question, c'est quel facteur de risque, à quel moment de l'histoire oncologique on expose les patients et avec quelle surveillance. Et du coup, c'est de ces questionnements que sont nés deux projets d'études chez des patients avec une fibrose et un cancer, dans les deux cas qui ne sont pas traitables uniquement par de la radiothérapie ou de la chirurgie. Donc, c'est des patients qui auront besoin de médicaments qui ont des maladies, on va dire, avancées, diffuses ou métastatiques. Et du coup, ce qu'on propose, et c'est des études qui sont soutenues par l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique, l'IFCT, qui est le plus gros groupe de recherche en cancérologie thoracique en France. C'est une étude en première ligne, c'est-à-dire le premier type de traitement qu'on va donner aux patients après le diagnostic de leur cancer. Et on propose une chimiothérapie avec une évaluation sur l'efficacité et on étudiera aussi les toxicités. Ça permettra d'avoir
une vraie estimation du risque qu'on fait courir aux patients avec une fibrose pulmonaire et un cancer. Et une deuxième étude qui est là en deuxième ligne, c'est-à-dire après un échec de chimiothérapie, et si on a besoin, si on est dans une situation d'échec après la chimiothérapie, de comparer l'utilisation d'une immunothérapie à l'utilisation d'une chimiothérapie de deuxième ligne. Et là, on s'intéresserait à la tolérance et on essaierait de voir si les patients en particulier qui sont exposés à l'immunothérapie n'ont pas un surrisque de toxicité qui soit limitant. Donc ça serait des données prospectives, ça serait les premières données prospectives dans une population européenne. Donc clairement, ça nous permettrait de répondre aux patients et de vous répondre sur vraiment le bénéfice et le risque dans cette situation particulière et du coup pouvoir discuter avec des données de la situation avec les patients. Donc, pour conclure en ce qui concerne la partie thérapeutique, c'est individuellement des maladies rares, mais l'association n'est pas si exceptionnelle que ça, comme l'a montré Jacques Cadranel. C'est à prendre en compte à la fois comme une comorbidité, c'est-à-dire que les patients sont malades avec une moins bonne fonction respiratoire, et peut-être aussi comme un facteur de risque de toxicité à certains nouveaux traitements. Le stade, il est souvent localisé, mais il faut bien regarder les scanners, les TET scanners, avoir un bilan d'extension très pointilleux. Et les types histologiques sont discrètement différents des patients qui n'ont pas de fibrose. Et en ce qui concerne les traitements, la chirurgie reste le standard quand elle est possible sur le plan de la fonction respiratoire, mais on a maintenant des données sur la radiochirurgie qui sont plutôt intéressantes. Pour les stades localement avancés dont j'ai peu parlé, c'est vraiment une discussion au cas par cas, parce que le type de radiothérapie avec des champs d'irradiation plus importants paraît quand même nettement plus toxique. Et pour les patients métastatiques, il y a probablement, à mon avis, ça serait sous-traiter les malades que de ne pas proposer de chimiothérapie aux patients qui sont en bonne forme. Il y a possiblement aussi de la place pour une immunothérapie à discuter au cas par cas. Et il ne faut pas oublier qu'en parallèle de ça, il faut faire une prise en charge, on va dire palliative, c'est-à-dire une prise en charge de la symptomatologie, à la fois comme on le fait habituellement en cancérologie, quand par exemple il y a des douleurs ou de la fatigue ou de l'anorexie, mais aussi et particulièrement sur le plan de la gêne respiratoire, avec tous les moyens médicamenteux et non médicamenteux qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est crucial en cancérologie, et ça devrait l'être aussi, à mon avis, pour l'ensemble, pour les autres maladies respiratoires chroniques comme la fibrose. Et clairement, on a maintenant besoin de mieux savoir sélectionner les patients, lorsqu'on est en consultation, savoir dire à un patient donné quel est son risque individuel. On a besoin de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que les pneumologues s'en occupent, mais les oncologues thoraciques aussi, les radiothérapeutes, les chirurgiens, les gériatres, le cas échéant. On a besoin de suivis qui vont se faire en binôme et on a toujours plusieurs questions en suspens. On a besoin d'en parler médicalement entre nous et c'est pour ça qu'avec Jacques Cadranel, on a mis en place un groupe de travail, particulièrement à l'IFCT. On a possiblement besoin d'en discuter plus au niveau de RCP dédiés et c'est pour ça qu'on a mis en place une RCP nationale grâce à Respifil qui pourrait aboutir à des référentiels, j'espère, et on a surtout besoin de cohortes et d'essais dédiés qui permettront, ça sera la seule manière de répondre à ces questions et puis derrière de pouvoir parler aux patients avec des données plus que uniquement des avis d'experts. Donc voilà, je venais à vous remercier, remercier pour cette opportunité de vous parler du sujet. Remercier les gens de l'IFCT parce qu'on a pu sortir le design de ces essais grâce au groupe de travail de soutien de l'IFCT et remercier la filière Respifil qui nous donne les moyens d'avoir cette ERCP fibrose et cancer qui est coordonnée avec Jacques Cadranel. Donc j'ai terminé pour mon dire. On a eu quand même un nombre de dossiers non nuls parce qu'on a plus de grosso modo 100 patients par an, ce qui montre que c'est des pathologies, c'est des situations rares, mais pas suffisamment exceptionnelles pour qu'on n'apporte pas de réponse à cette problématique. Merci, docteur Duchman, pour toutes ces informations et je remercie à nouveau le professeur Cadranel.
toutes ces informations qui nous ont beaucoup appris sur le cancer du poumon et la fibrose pulmonaire. Je vais maintenant laisser la parole aux questions-réponses et donc Jean-Michel, je te passe la main. Merci. Merci Françoise. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main et puis je vous passerai la parole. Peut-être pour lancer le mouvement. Bon, déjà une réaction de ma part par rapport à la première partie de la présentation. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais bon, j'ai quand même compris que au niveau des patients FPI, quelque part, on avait un risque de développer un cancer du poumon assez faible, malgré tout, grâce, je dirais, grâce à notre fibrose presque, mais grâce à notre suivi, en fait, très régulier avec des scanners où on nous observe les poumons très attentivement. Et je sais que, pour en parler avec ma pneumologue, à chaque fois, effectivement, je sais que c'est dans les recherches qu'ils font à chaque scanner au niveau des nodules. Et puis, en plus, j'ai appris au niveau des antifibrosants, donc ça, effectivement, qui pourrait aussi réduire le risque. Donc ça, c'est super. Voilà, c'est rassurant, parce que quand on parle de cancer, ça peut faire un petit peu peur. Juste pour ma culture, peut-être, avant de rentrer dans le sujet aussi, une question. Vous avez parlé au début des différences entre les différentes origines, alors je sais pas comment on dit, ethniques, pas ethniques, enfin, entre les Asiatiques et les Européens. Comment ça s'explique? Et est-ce que c'est des choses qui sont vraies pour d'autres maladies aussi, pour toutes les maladies ou... Alors, le premier commentaire sur le scanner ne prévient pas. Le scanner permet d'identifier précocement. Voilà, c'est ça. C'est très important parce qu'actuellement, si vous voulez, on a une campagne qui favorise, ce qui est très bien, hein, en général dans la population générale, le dépistage par le scanner faiblement dosé chez les anciens fumeurs. Le scanner ne prévient pas, il permet de détecter précocement. Ce qui prévient, c'est l'arrêt du tabac. J'insiste beaucoup là-dedans, parce que dans ces études, vous comparez le schéma qui vont avoir un scanner à ceux qui ne vont pas avoir. Chez les patients qui n'ont pas de scanner, mais qui ont arrêté de fumer, l'impact de l'arrêt du tabac est aussi important que le dépistage par scanner des gens qui ont continué à fumer. Donc c'est arrêt du tabac plus dépistage. Le dépistage de low dose n'empêche pas l'arrêt du tabac. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire remonter absolument. Et est-ce que pour continuer à nous rassurer, professeur, est-ce que la date d'arrêt du tabac joue un rôle Bien aussi sûr, si on a arrêté bien depuis sûr. 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est bien qu'on dépasse ce sujet. Des études très clairement ont démontré que chez la femme, ce n'est pas vrai chez l'homme, si on arrête de fumer avant 35 ans, on annule complètement son risque de cancer. On redevient comme quelqu'un qui n'a pas fumé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le cancer du poumon, c'est plutôt la durée d'exposition qui compte, plus que l'intensité, qui est plutôt liée aux maladies cardiovasculaires. Et le troisième point que vous soulignez, c'est qu'il y a toujours intérêt à arrêter, c'est-à-dire quel que soit le moment où vous arrêtez, vous diminuez la pente du risque. Vous connaissez bien ça de la pente, vous savez, hein, c'est vous diminuez la pente du risque. C'est-à-dire le risque ne revient pas à zéro, mais vous atténuez considérablement l'accumulation du risque. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre. Deuxièmement, sur ce que j'appelle la génétique et le polymorphisme, c'est un de mes grands dadas, parce que c'est très difficile d'expliquer à des gens qui n'ont jamais fumé pourquoi ils ont une fibrose pulmonaire, ou à des gens qui n'ont jamais fumé, pourquoi ils ont un cancer du poumon. Eh bien, parce qu'effectivement, je le répète, si l'espèce humaine survit, c'est parce que nous sommes individuellement tous différents, avec nos faiblesses et nos forces, ce qui fait que collectivement, nous sommes capables de nous adapter à n'importe quelle modification dans notre environnement. S'il y a des obèses, c'est pas qu'il y a des gènes de l'obésité, c'est que chez ces personnes qui avaient des gènes favorisant l'obésité, on s'est mis à se nourrir ou à se surnourrir depuis 200 à 300 ans, alors que l'espèce humaine, depuis des milliers et des dizaines de milliers d'années, avait appris à s'adapter à la famine. Donc vous aviez sélectionné les gènes dans votre environnement qui vous permettaient plutôt de résister aux famines.
on vous modifie votre environnement très brutalement, on vous nourrit, on vous surnourrit, eh bien, vous aviez des gènes qui n'étaient pas prévus pour ça. Eh bien, dans toutes les maladies, il y a cette double composante, la composante de risque individuel, familial, transmise, c'est ce qu'on appelle les cancers germinaux, c'est le cancer du sein chez la femme, BRCA, on va pas citer tous ces cancers-là, c'est le risque spécifique de téloméropathie avec un risque de fibrose supplémentaire chez les gens qui sont porteurs du jeune. Okay, et puis, indépendamment de ça, des choses qu'on connaît très très mal, ce qu'on appelle les polymorphines, c'est le fait qu'on ait tiré un mauvais lot de gènes pour certains types de maladies, mais qui va vous protéger contre d'autres maladies. Par exemple, génétiquement, si on regarde des espèces animales, si on les sélectionne à la résistance au cancer, elles vont être très susceptibles d'infections. D'accord? Donc, il faut voir ça. Voilà. Donc, quelque part, ça ne fait pas du bien individuellement, mais ça nous explique voilà, cette interdépendance entre l'individu et l'espèce. Merci. Des questions parmi les participants? Oui, Dominique, vas-y. Oui, voilà. Merci en tous les cas de ces précisions. Et du coup, vous avez évoqué que ce serait plutôt préférable d'arrêter de fumer avant 35 ans. Chez les femmes. Chez tout le monde, mais chez les femmes en particulier. Oui. Voilà. Mais dans le cas notamment de tabagisme passif, c'était un peu mon cas, où j'ai été confronté effectivement à ce type de tabagisme. Comment corriger les choses, comment ça évolue, etc., etc. Alors, c'est vrai que, comme vous le savez, hein, et la Société de pneumologie et ses groupes de recherche sont très impliqués là-dedans, hein, on a une préoccupation énorme sur l'environnement au sens très large du terme. Hein. Et donc, parmi ces éléments d'environnement, eh bien, il y a la nutrition qui sont importants, il y a effectivement la pollution aux petites microparticules, hein, 2,5, il y a le tabagisme passif, il y a la biomasse, hein, etc. Effectivement, dont on sait aujourd'hui que c'est des facteurs de risque de maladie respiratoire. Je dirais que pour le tabagisme passif, la meilleure manière de lutter, c'est de lutter contre le tabagisme en général. Et puis, il y a quand même des modifications sociétales. Quand nous étions plus jeunes, nos parents fumeurs fumaient dans la maison, fumaient dans la voiture. C'est vrai qu'avec le temps, malgré tout, les fumeurs ont su fumer dehors plutôt que de fumer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment des attitudes un petit peu sociétales qui permettent de penser à ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments suffisamment importants pour dire à quel niveau de tabagisme passif on devrait éventuellement, si on a d'autres facteurs de risque, par exemple familiaux, s'il y a plusieurs cancers du poumon dans la famille, chez les collatéraux de première génération, peut-être qu'un tabagisme passif plus beaucoup de cancers du poumon dans la famille, peut-être sera une incitation demain à faire des scanners de dépistage un petit peu plus tôt. D'accord. Oui. Oui, Claude. Rallumez votre micro. Remettez votre micro, Claude. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Ok. Suite à votre exposé, professeur, vous avez indiqué qu'en fait, lorsqu'on a une FPI accompagnée d'une polyarthrite rhumatoïde et d'un emphysème, on augmentait de façon significative un cancer du poumon. Mais si on avait uniquement une FPI, on peut également avoir ce cancer ou c'est cumulatif, on peut les prendre séparément? Alors, donc, vous posez une question qu'on ne sait pas très bien forcément répondre à la question. C'est-à-dire que, très clairement, si je prends tabac, le risque d'abord, en termes de maladies respiratoires en dehors du cancer, c'est la bronchopathie chronique obstructive et l'emphysème. Et le fait d'avoir non seulement du tabac, mais en plus de l'emphysème, augmente le risque de cancer. Si on prend la situation maintenant de la fibrose pulmonaire idiopathique, par elle-même, elle augmente un petit peu le risque de cancer du poumon, indépendamment de l'exposition au tabac. Si la personne a non seulement de la fibrose pulmonaire plus de l'emphysème, alors il augmente encore plus son risque de cancer. Et donc ça, c'est indépendant de la polyarthrite. Dans la polyarthrite rhumatoïde, en fait, aujourd'hui, il y a des rhumatologues, et pas que des rhumatologues, hein, de manière scientifique, on pense qu'un certain nombre de polyarthrites rhumatoïdes sont déclenchées exclusivement par le tabac. D'accord? C'est-à-dire que certaines polyarthrites sont quelque part des maladies initialement pulmonaires.
parce que l'inhalation du tabac va détruire, va faire vieillir vos protéines, vos propres protéines, qui vont être du coup pris en charge pour être détruits par votre système immunitaire. Et c'est parce que vous avez ce phénotype-là, avec toujours ces fameux polymorphismes, que vous allez développer à l'occasion d'un traumatisme, par exemple d'une articulation, une polyarthrite, au départ, même si vous n'avez pas de susceptibilité à développer une polyarthrite. Et c'est très important de le savoir pour les patients qui ont une polyarthrite et qui sont fumeurs, c'est qu'ils vont avoir un bien meilleur contrôle de leur polyarthrite s'ils arrêtent de fumer. D'accord? Et donc, effectivement, c'est très difficile dans une maladie qui est en partie conditionnée par le tabagisme, qui est la polyarthrite, qui est en partie conditionnée par le tabagisme, qui est la fibrose pulmonaire, comment les deux vont interagir sur un risque qui est celui du cancer. D'accord? Et puis après, dans toutes ces maladies-là, il y a aussi l'impact éventuellement de certains traitements. C'est-à-dire que ces maladies-là reçoivent des traitements qui peuvent aussi atténuer éventuellement les défenses de l'organisme au cancer. Donc c'est très compliqué. C'est là où on voit que les choses s'interagissent et qu'il faut beaucoup d'études avec beaucoup de malades, beaucoup de familles, parce que c'est très important d'avoir les gens qui ont la même exposition familiale, génétique ou environnementale pour essayer de se départir de toutes les questions que vous posez. J'ai une deuxième question, si vous me permettez. J'ai remarqué également que dans vos exposés, vous avez pris référence souvent sur les données asiatiques. Est-ce à dire qu'en Europe, on n'a pas de données semblables? Je vais laisser Boris Duchman répondre à cette question. En fait, il faut reconnaître que du fait c'est une maladie qui est plus fréquente dans les populations asiatiques, la fibrose. Du coup, ils sont notoirement mieux organisés en termes de centres, parce que comme c'est une maladie plus fréquente, ils ont beaucoup de patients avec des petites atteintes interstitielles. C'est une question qu'ils ont individualisée de manière beaucoup plus ancienne. Et ils ont su faire, il y a plusieurs années, ce que nous, on essaye de faire maintenant, c'est-à-dire avoir des collaborations dans un grand nombre de centres sur le territoire japonais pour arriver à avoir des données sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de malades. Parce que là, vous voyez bien qu'on parle de la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est en soi une maladie assez rare, et on parle d'une complication sur cette fibrose pulmonaire qui peut être, déjà, qui heureusement n'est pas systématique, qui est elle-même occasionnelle, et qui peut prendre plusieurs formes, donc il y a une grande hétérogénéité entre les malades. Et c'est le genre de situation où l'expérience uniquement d'un centre, c'est utile, mais on a besoin de collaborer à plusieurs pour pouvoir avoir plus de généralité ou pouvoir sortir des données qui soient plus robustes. Ils ont une incidence qui est plus importante et une meilleure organisation, c'est eux qui ont sorti la plupart des données. Donc nous, comme c'est une situation qui est plus rare et qu'on n'a pas cette structure, on a actuellement très peu de données disponibles sur les patients européens. Européens ou américains, enfin, non japonais en pratique. Donc je crois que c'est le rôle fort des associations de malades, à mon avis, de porter ces études. Très clairement, on voit très bien, alors c'est pas encore une culture européenne, c'est une culture très nord-américaine, hein, de que les aidants ou les malades contribuent à cette recherche autour de leur maladie et s'associent en étant volontaires, en disant bah, nous on veut un petit peu voilà, donner nos informations pour permettre d'avancer dans la collectivité plus rapidement. Merci. Sur la partie traitement, vous avez beaucoup parlé du bénéfice-risque en fait en termes de toxicité. Vous avez assez peu abordé, mais j'imagine que c'est pris en compte dans vos études et dans la réalité, bien sûr, de la qualité de vie, parce qu'elle peut déjà être bien dégradée pour les malades FPI, si avec des dyspnées importantes, la fatigue, l'oxygénothérapie, etc. Et puis on a tous une image des traitements anticancéreux, je pense à la chimio particulièrement, des images assez lourdes aussi, avec des conséquences importantes sur le physique, des difficultés à supporter, etc. Voilà. Vous avez complètement raison. Alors, si je dois faire une analogie, dans d'autres populations spécifiques de patients peut-être encore plus fragiles, avec une fragilité différente, comme par exemple des sujets plus âgés que la moyenne des patients, sachant que le cancer du poumon, c'est une maladie plutôt 65-70, donc pour des patients plus âgés,
s'est posé cette question-là de est-ce que faire de la chimiothérapie, ça servait à quelque chose? Et j'ai envie de dire, c'est presque au contraire, c'est-à-dire que la plupart des traitements anticancéreux sont faits pour améliorer la qualité de vie des patients. Parce qu'on a en tête des traitements très toxiques, et on a au fur et à mesure des années mis en place des procédures qui permettent de limiter les toxicités. Par exemple, en ce qui concerne les nausées et les vomissements, on a considérablement amélioré la prise en charge des nausées et vomissements, ce qui fait que je ne vais pas dire que c'est plus un problème, mais c'est plus marginal que 15 ans en arrière. Et en faisant ça, en mettant des traitements anticancéreux et des mesures de prévention de la toxicité, on arrive à contrôler le cancer, dont on sait malheureusement que le cancer, pour le coup, est un grand pourvoyeur de détérioration de la qualité de vie. Donc, ce qu'on met en jeu, c'est qu'on traite les patients, il y a des effets secondaires, mais on peut les prévenir, on sait qu'ils vont arriver, et souvent ils sont sur des durées limitées dans le temps, et ça permet de contrôler le cancer. Et si on ne contrôlait pas ce cancer, malheureusement, on aurait une détérioration de la qualité de vie qui est, par définition, pas réversible spontanément, parce que la maladie cancéreuse est spontanément évolutive. Donc, j'en ai pas parlé, vous avez complètement raison, j'aurais dû en parler plus, mais vraiment en cancérologie, il y a un certain nombre de situations où on a des patients qui vont être incurables, donc la qualité de vie, c'est central. Ouais. Et encore plus quand il y a une comorbidité respiratoire, mais ça, vous avez raison, ça fait partie des choses qu'on doit mettre dans les essais, ça fait partie des questions auxquelles on doit répondre. Quand on dit est-ce que la chimiothérapie, elle est bénéfique, c'est pas le scanner qu'on va évaluer, enfin on va évaluer le scanner, ok, et la réponse de la tumeur, mais in fine, ce qui va être important, c'est est-ce qu'on a un bénéfice global, à la fois sur le contrôle de la maladie, au prix d'une toxicité acceptable et au prix d'un retentissement sur la fibrose pulmonaire et sur la capacité respiratoire acceptable. Donc ça fait partie des objectifs secondaires que je n'ai pas détaillés, mais on a des questionnaires de qualité de vie qui sont prévus en prospective dans ces essais-là. Et ma conviction, c'est qu'on a une meilleure probabilité de contrôler les symptômes et d'avoir une qualité de vie correcte avec des chimiothérapies bien conduites que sans. C'est ce qui est le cas en tout cas chez les patients hors fibrose pulmonaire. C'est pour ça qu'on traite les gens. D'accord, merci. J'ai une dernière question en ce qui me concerne. À ma connaissance, donc cancer du poumon ou cancer en général, c'est une contre-indication forte pour la transplantation pulmonaire, par contre. Alors, dans les transplantations pulmonaires, je sais actuellement, mais je pense qu'il faut en discuter. Déjà, chaque situation est vraiment très... Attention, Boris, c'est une question piège, hein? Oui, je sais. Non, non, non. Oh Ah, mais chaque question est très, très, très individuelle. Non seulement individuelle, mais en plus évolutive. C'est-à-dire que classiquement, avant les transplantations pulmonaires, il y a une grande attention qui est portée au diagnostic concomitant ou très récent d'un cancer, parce qu'on va être amené à mettre des immunosuppresseurs qui peuvent impacter le risque de prolifération tumorale. Néanmoins, on n'est pas encore si clair que ça pour savoir quel est le délai à partir duquel on peut transplanter sans risque. C'est probablement pas pareil d'avoir un petit nodule du poumon qu'une maladie plus avancée ou d'avoir un cancer dermatologique ou de la peau ou de la prostate que d'avoir un cancer du poumon. Donc déjà, les situations sont hétérogènes. Et en fait, il y a même des situations, on va dire, en dehors de la transplantation pulmonaire où la transplantation a été utilisée en cancérologie. C'est le cas en particulier en hépato sur les carcinomes hépatocellulaires ou plus récemment sur les métastases du cancer du côlon. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une discussion individuelle. Et là aussi, on a besoin de registres, on a besoin de réfléchir. Il n'y a pas de réponse définitive en tout cas. Je ne sais pas, Jacques connaît bien le sujet pour la transplantation des bronchiolo-alvéolaires, des tumeurs du poumon. Je crois que tu as bien résumé la situation et comme cette situation augmente parce qu'on augmente l'accès à la transplantation et c'est une bonne chose, eh bien, je pense que là encore, dans chaque institution, on est en train de s'organiser sur effectivement jusqu'à quand on interdit une transplantation pulmonaire chez quelqu'un qui a un cancer. Et c'est très variable d'un organe à l'autre, hein. Probablement aussi parce que les expériences des transplanteurs ne sont pas les mêmes sur les risques de cancer secondaire en fonction du type de transplantation, hein. Pas simplement pour des raisons d'immunosuppression. Et puis, il y a aussi des situations qui ne sont pas que dans le poumon. On sait très bien, par exemple, que le cancer du foie
eh bien, c'est un excellent traitement consiste en transplanter les jambes. Donc on voit bien qu'il ne faut pas se fermer l'esprit et que, en revanche, c'est la collectivité qui fait que nos déficiences individuelles, mais aussi nos forces collectives, sont beaucoup plus fortes au sein d'une RCP dédiée. Et donc, on a de plus en plus des discussions avec des transplanteurs, les oncologues, les spécialistes de fibrose, pour effectivement aborder ces situations au cas par cas. Donc c'est beaucoup moins catégorique que je comprends que voilà ce qu'on peut penser généralement. Je pense que les médecins ont appris à ouvrir un petit peu leur pensée. D'accord, merci. Et grâce beaucoup aux patients et aux aidants. C'est Françoise, tu voulais poser une question? Oui, concernant les fibroses pulmonaires idiopathiques, les statistiques donnent 70 à 75% de personnes qui sont d'anciens fumeurs, on va dire. Mais elles restent idiopathiques. Alors, comment vous expliquer qu'elles restent idiopathiques malgré qu'on sait qu'il y a 70 à 75% de fumeurs? Je sais pas, tu veux répondre, Boris, ou... Alors, non, Non, j'ai pas de... question, c'est un facteur de risque. C'est la rencontre entre des polymorphismes, une situation génétique particulière, un peu complexe, qui ne repose pas uniquement sur un seul gène, plus du vieillissement, plus de facteurs extérieurs comme le tabac et la pollution. Alors, on a l'impression que ce qui va faire débuter le processus fibrosant, c'est un peu l'association d'un terrain, d'un moment et d'une exposition. Donc, oui, le tabac a un rôle à jouer, mais le tabac explique probablement pas tout, parce que ça Ouais. reste des maladies qui sont somme toute assez rares et qu'on a quand même un pourcentage de patients non nuls qui vont avoir des pathologies fibrosantes hors tabac. Pas forcément que des FPI, mais voilà, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'exposition. Voilà. Ouais, je vais donner deux exemples un petit peu pour alimenter ce que dit Boris. Le premier exemple consiste une fois de plus dans les Asiatiques. Et vous ne le savez pas, mais chez les femmes asiatiques non fumeuses, il y a des épidémies monstrueuses de cancer du poumon. D'accord? Donc là, vous voyez bien qu'il y a un terrain particulier et donc on pense que c'est l'exposition à la pollution et aussi à une pollution domestique très particulière du mode de vie. C'est-à-dire que vous savez qu'en Asie, on utilise beaucoup les huiles très chaudes, les barbecues à l'intérieur de domicile, et on pense que c'est une source finalement de cancérisation, de favoriser la cancérisation chez les gens qui ont une susceptibilité, probablement, encore une fois, liée au fait qu'ils soient asiatiques. La deuxième chose aussi, qui est une très grande étude qui a été portée par des Anglais, c'est qu'ils ont constaté que en fonction de votre niveau de pollution, et c'est vrai en Asie et c'est en train d'être démontré en France, eh bien vous avez un risque supplémentaire de cancer du poumon, même si vous n'avez pas fumé. Ils ont constaté que chez ces personnes-là, en fait, il y avait quelque part une lésion précancéreuse préexistante, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un gène du cancer présent dans leur poumon et que l'exposition finalement à un environnement inflammatoire lié à la pollution faisait que ce gène un petit peu qui était déjà présent, déjà muté dans le poumon, favorisait une cellule anormale vers un cancer. En d'autres termes, là encore, très souvent, en fait, on a une mauvaise vision des choses. Nous faisons tous individuellement, à chaque instant de nos vies, des cancers. Parce qu'à chaque fois que vous détruisez une cellule, que vous réparez votre tissu, vous risquez de créer une anomalie génétique et donc une première cellule cancéreuse. Et en fait, si en plus vous vieillissez, vous avez un système immunitaire qui est moins fort, si vous avez des traitements qui vont diminuer votre immunité, ou si vous accélérez le processus parce que vous avez un mode de vie qui n'est pas adapté parce que vous fumez ou malheureusement parce que vous êtes dans un environnement qui est très pollué, eh bien, ces choses qui préexistent, eh ben, elles vont émerger plus facilement. Donc, on a toujours l'impression que, voilà, on a une vision un petit peu inverse de la réalité. La réalité, c'est qu'on fait tous des maladies à chaque instant, mais qu'on a tous des systèmes de réparation qui nous permettent de nous réparer. On est auto-nettoyant, on est auto-réparable, mais de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Voilà.
J'ai une autre question, si vous me Je te laisse permettez. la main après, Françoise, enfin, pour les dernières questions et puis la conclusion. Après, je te laisse la main. OK. Concernant les biopsies qui sont pratiquées, est-ce qu'il y a un risque une biopsie sur une fibrose pulmonaire idiopathique, est-ce qu'il y a un risque de faire exploser et de déclencher un cancer? C'est une excellente question, effectivement, hein. Dès qu'on touche au poumon, il y a toujours un risque que le poumon réagisse de manière inadaptée et provoque une exacerbation. Et c'est un petit peu tout ce qu'on essaye de discuter avec vous et avec donc, Boris Duchmann, c'est toujours est-ce qu'on va entreprendre un traitement par radiothérapie sur une image qui est apparue, qui fixe à la tête sans certitude absolue? Est-ce qu'on n'est pas certain que ça ne peut pas être ce qu'on appelle un petit champignon, ce qu'on appelle un aspergillome, une petite tuberculose ou autre chose, ou une tumeur bénigne? Donc, doit-on faire prendre le risque d'un traitement qui va être plus agressif que le risque de la biopsie si la biopsie ne nous paraît pas démesurée en termes de risque? Donc, à chaque fois, on va se poser cette question-là. Et donc, il n'y a aucun geste en médecine qui ne soit pas risqué. C'est pour ça aussi qu'il y a besoin d'une alliance entre médecins, malades et aidants pour expliquer à chaque fois pourquoi on propose ça. D'accord. Et peut-être un point sur le risque de dissémination. Au moment du geste, il y avait ça aussi peut-être dans la question. Oui, Est-ce qu'on fait une ponction au niveau d'une tumeur, il y a un risque de répandre la tumeur, c'est ça? c'est ça, oui. Maintenant, avec les techniques qu'on utilise, on utilise des petites aiguilles à travers la paroi. Il y a un risque théorique qui est quand même très, 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 très modeste, hein, très clairement inférieur à 0, quelque chose pour cent. On est sur la dissémination. Il y a beaucoup plus de risques de dissémination spontanée en laissant un petit peu de temps qu'avec une ponction dans ce type de tumeur. Alors, pour le dire autrement, Mais là, bof, quoi. ouais, dans mon expérience de médecin de 35 ans, à l'hôpital Tenon, où depuis 35 ans, on biopsie vraiment des nodules pulmonaires, je ne sais pas sur un camp poumon, on a dû observer, alors je ne parle pas des mésothéliomes, hein, les cancers de la plèvre, hein, mais des cancers du poumon qui ont été ensemencés dans de la paroi thoracique. On les a observés à 2 reprises. La première fois, c'était parce que le patient avait une immunodépression, donc il était, dans le cas présent, il était VIH. Et dans un autre cas, c'est parce que son cancer était relié à une infection chronique au papillomavirus. Et donc, ce n'est pas le cancer qu'on a ensemencé, c'est la papillomatose dans le trajet. D'accord? Mais encore une fois, dans notre expérience, où on biopsie environ 300 malades par an, encore une fois, c'est en 30 ans, 2 cas sur 300 fois 30, faites le calcul. Merci beaucoup. D'autres questions? Il y avait une question, je crois, oui, en bas à droite, Monsieur Lebesque. Ah, Yves, Lebec. Lebègue. Lebègue, pardon. Oui. Votre Tu mets micro. ton son. Tu mets ton Alors là, on son. ne vous entend pas, Monsieur Lebègue. Active le son. Il faut rebrancher votre son. C'est Daniel qui s'y met, donc ils vont y arriver. Oui. Il faut vous Activez le son. réactiver votre son. Voilà, ça Vous y est. nous entendez? Voilà, oui. Très bien. Veuillez m'excuser, les services techniques sont parfois défaillants. Je voudrais revenir sur le cas des pathologies multiples. Quand on vous déclare une FPI, on vous explique que le développement commence sur le lobe inférieur, qui va migrer par forme centripète, et ensuite, on vous signifie exactement ce qu'il en est de la forme des cellules, des agglomérats de cellules, et on revient toujours à ce fameux nid d'abeille. Lorsqu'on vous déclare en plus une autre pathologie, on vous dit ceci, excusez-moi, voilà, vous avez des gros trous, et pour moi, ça s'appelle bêtement, c'était de l'emphysème.
Mais on ne me dit pas si c'est de l'emphysème ou pas, parce qu'on n'arrive pas à le déterminer. En fait, on me dit, voilà, vous avez une grosse grappe de raisin qui fait maintenant gros trou parce que les grains sont agglomérés. Bon, jusque-là, ça va, c'est à peu près simple. Maintenant, je voudrais savoir, quand on vous parle de cellules atypiques, quels sont les mots qu'il faut mettre derrière et qu'on appelle un petit peu un chat un chat. Là, je suis ressorti de 5 semaines d'hospitalisation sans avoir réponse à des préoccupations. Je ne dis même pas des questions, des préoccupations. Alors, l'idée, c'est donc aussi, non, bien sûr, de définir un véritable diagnostic, ça je l'attends, mais je me remets maintenant dans le cadre des données scientifiques quand on travaille les grands nombres. Là, vous avez des cas où vous avez à disposition des grands nombres, et je constate qu'à côté, vous avez quelques cas éparses, et il faut corréler tout ça, et c'est pas simple, parce que je sais que moi j'étais perdu quand il fallait faire ce travail, et vous êtes obligé de faire un diagnostic derrière, et vraiment, je me dis, est-ce que c'est simplement en quittant son fauteuil et en collaborant en équipe que l'on arrive à faire le moindre risque de la faute de diagnostic, faute de pouvoir être pertinent au niveau purement consensus mathématique qui n'est plus aujourd'hui accessible à certaines données. Vous avez évoqué le cas, je prends par exemple le cas de petites cellules associées à FPI. Ça ne doit pas être simple d'arriver à dire voilà, vous nous avez expliqué bien sûr les traitements possibles, mais le choix de ces traitements reste encore aujourd'hui quelque chose de, j'imagine, très problématique, non? Vous êtes, ou est-ce que c'est complètement cartésien? Voilà la question. Votre micro, docteur Cadranel. Boris, tu veux Merci. apporter Pardon. À la question de vos interrogations sur le sujet atypique, ça, je pense vraiment qu'il faut voir avec votre équipe. Après, c'est quand même des gens qui vous suivent ou qui vous ont vu pour la fibrose. Et, en général, quand on sait annoncer des fibroses qui est une maladie complexe, avec des traitements thérapeutiques, voilà, je pense que s'ils savent faire pour la fibrose, ils sauront aussi faire pour vous expliquer quelle est la probabilité qu'il y ait quelque chose de tumoral, d'infectieux, enfin ce qu'il en est. Là, si vous dites ça, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas. Je pense que la plupart des équipes maintenant ne tournent vraiment pas autour du pot quand il s'agit de dire que c'est tumoral, même si c'est une mauvaise nouvelle, ils le disent. Quand ils disent que c'est infectieux, ils le disent. Quand ils ne peuvent pas trancher, il faut aussi admettre que parfois les explorations sont imparfaites, quoi. Et à votre question de comment on fait la corrélation entre les données de la littérature qui sont par définition loin de l'individu et l'individu, bah, je pense que en toute honnêteté, il faut qu'on soit capable de s'inspirer de la littérature pour pouvoir se faire une opinion, idéalement en discutant avec nos collègues et exposer aux patients comme on le fait dans toutes les autres situations de médecine avec l'imprécision, l'incertitude, mais qu'on soit capable de donner le degré d'incertitude aux malades. Il y a des fois des choses dont on est extrêmement certain, on est capable de le dire, et puis des fois savoir dire que la marge d'incertitude, elle est plus importante, donner notre conviction, donner la marge d'incertitude, et comme ça, elle est peut-être ne pas aller imposer aux patients des choses par excès et ne pas respecter ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire par excès. Et je trouve que lui donner la marge d'incertitude, c'est le moyen de laisser la liberté au patient de choisir ce qu'il veut faire. Voilà, merci beaucoup. Complètement d'accord avec ce que vient de dire Boris, hein. C'est-à-dire que alors, il ne faut pas qu'on donne de probabilité. On en est dans des situations comme ça pour ce qu'on appelle les niveaux de confiance. Oui. Avec quelle confiance on peut vous dire c'est ci ou c'est ça, ou voilà, je pense qu'il faut dire ça. Et deuxièmement, vous vous posez une vraie question et qui est très importante actuellement parce que on est en train d'avoir de plus en plus de médicaments avec un impact, c'est qu'on va coûter de plus en plus cher, qu'on va être aussi de plus en plus toxique, puisqu'on va vouloir les associer, et qu'on reste encore dans une physique que j'appelle newtonienne, c'est-à-dire on va appliquer des statistiques, comme vous dites, des grands nombres à un individu. Et il va falloir qu'on fasse ce saut, effectivement, dans nos manières de faire,
peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à ça, c'est-à-dire ne plus déterminer, dire voilà, à cette étude-là, dans 50% des cas, ça va marcher chez vous. J'ai envie de dire, chez moi, je veux pas 50%, je veux savoir si c'est 0 ou 100. Et donc, il y a effectivement beaucoup de travail là-dessus, grâce à l'IA, qui va permettre, on l'espère, de individuellement pouvoir essayer de donner une probabilité d'efficacité de plusieurs traitements. C'est ça qui serait important pour nous. C'est-à-dire dire, voilà, on a 3 traitements, on ne sait pas lequel choisir au mieux. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est dire, avec ce traitement-là, vos caractéristiques personnelles au sens très large du terme, vous faire penser que ces 3 médicaments vont marcher aussi bien chez vous, ou celui-ci ne va pas fonctionner, ou aucun ne vont fonctionner, ou celui-ci va très bien fonctionner. Donc effectivement, il faut absolument qu'on arrive à ça. Et l'autre sujet, c'est de débuter le traitement, mais de savoir l'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des situations aussi où on aimerait bien avoir aussi des éléments qui nous permettent de dire il faut arrêter parce que c'est totalement inefficace et en plus c'est toxique. D'accord? Et pour ça, on a au moins autant de travail à faire sur quand est-ce qu'on débute, avec quel médicament et quand est-ce qu'on arrête. Et donc ça, on espère peut-être que l'IA va vous intéresser parce qu'il va falloir gérer un très 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 grand nombre de paramètres qu'on ne sait pas faire avec l'esprit humain. Merci à vous. Je n'osais pas trop prononcer le mot IA. Vous m'avez facilité. Merci. Et il faut se dépêcher parce qu'il y a tellement de molécules actuellement, elles coûtent tellement cher, elles sont tellement toxiques, on les associe tellement qu'aujourd'hui, dans le cancer du poumon, par exemple, on surtraite des malades. C'est-à-dire qu'on va donner à tout le monde un traitement alors que peut-être 40% des gens sont guéris sans traitement. Donc voilà, donc ça c'est hyper important, c'est une vraie problématique pour nous, c'est une problématique de médecins, c'est peut-être encore plus une problématique d'usagers de la médecine, de vous tous, de malades et d'aidants. Il faut vraiment lutter là-dessus. Parce que l'industriel, eux, ils veulent vendre leurs médicaments. Merci. Merci. Avant ta conclusion, Françoise, il restait juste, si on a encore un peu de temps, une question dans le chat de Dominique Couba sur Oui, gaz radon et fibrose pulmonaire. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu, oui. Ouais. Gaz radon et fibrose pulmonaire. Point Dominique. d'interrogation. Dominique. Très sincèrement, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si tu sais répondre, Boris. Je sais radon et cancer, oui. Radon et fibrose, je ne sais pas. Alors, rien en clinique, on sait juste que le radon, c'est un facteur de risque de cancer, toute population, donc on peut suspecter que ça soit un facteur de risque aussi pour les patients avec fibrose. Et sur l'impact du radon sur la fibrose, on est en train de sortir des séries historiques de souris et de rats qui ont été exposés il y a 40 ou 50 ans, donc j'aurais peut-être et qui ont développé des tumeurs et qui ont développé des fibroses. Donc, on essaye de regarder patiemment s'il y en a qui avaient les deux. Donc, on aura peut-être une réponse rapidement dans les 15 prochaines années. Et juste, Boris, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression quand même que la question a été posée dans le cadre des études un petit peu par Lucie Cézé. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une expertise. Elle a posé un peu, il y a Laura Mesquita qui a bossé pas mal sur le radon et il y a un consortium européen qui a été monté avec des dosages de radon au sein des maisons en fonction des zones, plutôt sur les patients non mutés. Il n'y a pas la fibrose. Moi, j'ai fait rajouter dans le questionnaire la fibrose comme paramètre de comorbidité, mais pour l'instant, je n'ai pas de data. Et on a les données du CEA, enfin avant du CEA sur des souris qui étaient exposées il y a très longtemps, dont on m'avait appelé parce qu'il y a des souris qui présentent des fibroses. Bon, voilà. Et en ce qui concerne l'exposition domestique, Lucille, elle travaille, mais elle a fait une lettre, un Ouais, c'est édito. ça, il me semblait que j'avais vu quelque chose de récent, quoi. Okay. Lucille Cédé, qui est une pneumologue d'Avicenne, Oui. parle beaucoup sur les expositions et les expositions domestiques des patients ayant des fibroses. Mais là encore, je crois qu'elle n'a pour l'instant pas beaucoup plus de données au niveau pour pouvoir précisément préconiser quelque chose aux patients avec fibrose. Après, pour le radon, c'est de l'accumulation dans les caves, absence de ventilation. Donc,
c'est la ventilation, pas éviter le souplex et voilà. L'interaction exacte actuellement sur radon, fibrose et cancer, donc oui, on peut le suspecter. Dans quelle mesure ça va être cumulatif et pas seulement additif, je ne sais pas vous répondre. Moi, je ne sais pas vous répondre. Il faudrait poser la question à mes collègues. Bien. Eh bien, oui. Je voulais remercier le professeur Cadranel et le docteur Buchmann pour vos présentations respectives, qui nous ont mis en lumière pas mal de réponses à nos questions. Merci pour votre investissement aussi et pour ce que vous faites pour nous, les malades. On espère que vous allez continuer longtemps et rapidement parce qu'on attend vraiment des traitements qui stoppent la maladie, la fibrose pulmonaire idiopathique en l'occurrence. Donc, merci à vous pour votre intervention. Je vous dis à très bientôt. Je remercie aussi les participants qui ont accepté de venir nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci Françoise, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Voilà.